Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous pour parler maintenant transition écologique. Pour cette table ronde, nous sommes avec Hélène Petit, directrice générale adjointe du CHU de Reims, le professeur Marie-Thérèse Leccia, présidente de la CME du CHU de Grenoble, Frédéric Boiron, directeur général du CHU de Lille, Floriane Lenoir, directrice de la transformation écologique au CHU de Bordeaux, et Noah Barr, qui est directrice adjointe à la DRCI de l'AP-HP. Et Angélique Bizou-Coffinier, directrice générale adjointe au CHU de Lille et qui coordonne avec Hélène et nous, bien sûr, la Task Force Transition écologique des CHU. Merci beaucoup. Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui les résultats de l'action des CHU en matière de transition écologique, quelques années après la signature du pacte dans lequel nous avons collectivement pris des engagements de travail en réseau et d'action au sein de nos CHU pour améliorer nos indicateurs. Je vous propose, Monsieur Boiron, si vous en êtes d'accord, de commencer par faire un petit point d'étape sur la façon dont les CHU s'organisent et pilotent. Quels sont les grands résultats depuis 2023 ? Merci Angélique, et il faut que tu dises Frédéric, hein, il va falloir y arriver quand même. Eh bien, on va essayer dans cette ambiance évidemment un petit peu bruyante, c'est normal, animée de Sant'Expo, de vous dire quelques mots là-dessus. Il y a 3 ans, ici même, sur le stand des CHU, qui était d'ailleurs une des premières éditions de stand commun des CHU, nous avons signé un pacte, un engagement avec les ministres, qui ont changé depuis, certes, mais l'engagement perdure, sur la transition écologique et la préoccupation de développement durable des CHU. Et dans cette démarche, il y avait notamment des engagements des CHU. Parmi eux, l'idée de faire chaque année une enquête de maturité du développement de ces idées, de ces fonctions au sein de nos établissements. La plupart des CHU répondent aujourd'hui. Alors, pas encore tous. Je crois qu'on a 28 réponses sur les 32 ou 33 possibles aujourd'hui. Mais on sait que certains sont en train de s'organiser pour le faire. Donc on a quand même un très bon niveau d'implication des CHU sur cette thématique, parfois très ancien. Plus d'un CHU signale, et pas seulement Lille, bien sûr, que je dois citer, mais plus d'un CHU signale un engagement ancien dans la transition écologique et avec des politiques développement durable ou transition éco qui sont mises en place dans les établissements. On a chez tous les répondants, c'est-à-dire donc pratiquement 100% des CHU maintenant, des établissements qui confirment avoir une politique développement durable. On l'appelle développement durable ou transition éco. Je suis désolé, mais pour nous, c'est l'idée quand même, le concept qui est derrière tout ça, qui est commun. Donc tous les établissements ont une politique qui est organisée, qui est publiée. La plupart, c'est en moyenne 2 ETP par établissement, la plupart ont une équipe dédiée à la transition éco et la plupart ont mis en place des programmes alors qui sont variés mais qui concernent évidemment la maîtrise de l'énergie, évidemment, et Marie-Thérèse en parlera, l'éco-conception des soins à des degrés divers, évidemment des politiques dans le domaine de la gestion des déchets, vous allez l'évoquer, des démarches parfois innovantes, originales, et aussi des appels à projets internes avec des petits challenges sur des idées d'ailleurs parfois parallèles comme, vous le savez, la participation à Mai en vélo ou Vélopétal. Ça aussi, c'est de la préoccupation de développement durable. On peut l'associer en tout cas, hein, bien sûr, même s'il ne faut pas tout verdir. Voilà. Dans les choses intéressantes à dire, il y a aussi la notion de formation qui se développe. Alors avec d'ailleurs des partenaires, hein, on a nous-mêmes dans la task force, on a toujours dit qu'on ne voulait pas refaire ce qui se faisait ailleurs. Donc l'idée, c'est plutôt d'essayer de coordonner ou d'associer, de potentialiser des démarches. Et donc il y a des grands acteurs connus, identifiés, et on en reparlera sans doute, avec lesquels nous prévoyons de renforcer nos liens, comme par exemple la NAP qui a son stand juste à côté, ou le C2DS qui est d'ailleurs présent dans la salle ouverte.
Voilà, donc c'est cette idée aussi de formation des personnels, d'appui sur les dynamiques individuelles et collectives dans nos établissements, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui proposent des projets, et puis les réseaux qui se mettent en place. Donc notre démarche finalement rencontre une préoccupation qui est présente dans les établissements. Merci. C'est vrai que ce volet d'organisation, de pilotage, de gouvernance et de moyens, de ressources dont les CHU se dotent pour avancer de plus en plus loin sur la transition écologique sont importants et expliquent sans doute, Hélène va nous en parler, les résultats que l'on obtient concrètement et qui progressent d'année en année sur la réduction de l'émission des gaz à effet de serre en fait, dans nos CHU. Est-ce que tu peux nous parler des actions prioritaires qui sont développées ? Bien sûr, donc les actions prioritaires concernent pour tous les CHU les achats, le secteur des achats, avec 3 actions prioritaires que sont l'alimentation, les médicaments et les dispositifs médicaux. C'est complètement convergent avec les conclusions du Shift Project qui dit bien que 50% des gaz émis par le secteur de la santé, par les hôpitaux, émanent des médicaments et des dispositifs médicaux. Donc les actions prioritaires, c'est sur les achats. On sait par ailleurs aussi que les CHU sont tête de pont de GHT. Il y a un effet levier très fort sur la fonction achat qui est mutualisée. Et l'enjeu, c'est maintenant que tous les CHU puissent avoir un schéma pour les achats éco-responsables, un SPASER. Enfin, c'est un SPASER, voilà, c'est le titre un peu barbare. Pour le CHU de Reims, ça y est, on a réussi à le publier, qui permet d'inclure en fait des clauses environnementales dans tous les marchés. Ça peut être des clauses sur la localisation géographique de l'approvisionnement, ça peut être sur les matériaux fournis. Voilà. Donc les achats, c'est un tout petit mot là-dessus. Il existe, on en a parlé à la conférence, un index développement durable des DM, des dispositifs médicaux, voilà, qui est très intéressant aussi pour les consultations, parce que ça répond aussi à une obligation que l'on a de préoccupation dans ce domaine et qui est facile à utiliser. Et on a l'achat et on a le déchet qui est ensuite produit. C'est vrai aussi dans l'index DM durable. On sait que nos hôpitaux produisent énormément de déchets. Est-ce que Floriane peut nous évoquer quelques illustrations de politiques et d'actions qui sont menées en la matière dans nos CHU ? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc en effet, les déchets, la gestion des déchets est une priorité au CHU de Bordeaux, puisqu'on produit, on sait qu'on produit, pour donner quelques chiffres, pour illustrer à quel point ce sujet est d'importance, on produit 14 tonnes de déchets par jour. Et un point qui est également extrêmement important, ce sont les déchets d'asserie. Qui nous concerne particulièrement dans les hôpitaux. Donc on a une politique de réduction de la production de ces dasseries. On a fait travailler beaucoup d'équipes ensemble, les équipes d'hygiène, les équipes de logistique et puis de la transformation écologique. Pourquoi ces dasseries sont importants ? Parce qu'ils émettent 3 fois plus de carbone. Et en quelques années, finalement, en mobilisant toutes ces équipes, en engageant un travail collectif, on est parvenu à réduire de 47%, on est passé de 47% à 10% de production de déchets. Donc ça, c'est un premier point très important. Et le tout déchet, alors dasseries, sur les dasseries spécifiquement. Donc en fait, on est passé de 466 tonnes alors qu'on partait de 4900 tonnes par an. Donc ça montre que quand on s'y attelle, on arrive quand même à induire des transformations importantes. Et le deuxième point très important aussi sur les déchets, c'est la question du plastique. Donc on a eu la chance d'être soutenu il y a 3 ans maintenant par la DGOS pour travailler sur les déchets plastiques et donc pour engager un travail à la fois d'imaginer un calculateur qui nous permet de dire finalement on s'attelle à l'usage unique, donc aux déchets de plastique usage unique, et donc qui nous permet de décider plus facilement si on peut passer à l'usage multiple. Donc ça c'est le premier point. Donc on a développé une méthodologie en interne et puis on travaille aussi sur la mise en place de 3 filières de revalorisation des déchets plastiques. Donc on a aussi des scores très importants là-dessus grâce à ce soutien de la DGOS. C'est un travail considérable d'organiser les filières de déchets, mais c'est très très efficace et on voit que nos CHU s'y engagent fortement. Et un tout petit mot en complément là-dessus, ça a par ailleurs un intérêt économique. On ne peut pas le nier. Dans ce que tu disais, il y a certainement un impact majeur sur les dépenses. Mais par ailleurs, la valorisation des filières de déchets, on y arrive très souvent aujourd'hui, vu les volumes dans nos établissements, on arrive à valoriser ces déchets, donc c'est un intérêt économique en retour.
Oui, Hélène, vas-y. Un petit complément sur ce qui est devant nous, c'est depuis que la réglementation le permet, fin 2025, c'est le fait de retraiter les dispositifs médicaux à usage unique. Et on a plus de 2/3 des CHU qui sont engagés ou qui vont s'engager dans les expérimentations qui sont proposées par la DGOS. Et ça, c'est vraiment des changements de pratique et c'est vraiment ce qui est devant nous. Merci. Dans les sujets qui lient la transition écologique à l'économie, on a aussi la question des énergies. Et de manière un peu plus annexe, les mobilités. Est-ce que Floriane ou Hélène peuvent nous en dire un mot ? Le contexte économique nous incite aussi, bien évidemment, à réfléchir fortement sur la question des énergies. Oui, absolument. Et pour commencer par quelques chiffres aussi, on sait qu'au CHU de Bordeaux, on produit chaque année 185 000 kWh d'énergie. C'est l'équivalent d'une ville de 26 000 habitants. Donc pour nous, on compare souvent la ville de Périgueux, parce que c'est pas très loin de chez nous. Mais pour montrer à quel point les productions les émissions sont importantes. Et donc on a construit un plan de transition énergétique qui repose sur 3 axes. Le premier, c'est celui de la sobriété par le pilotage et en engageant évidemment les utilisateurs. Le deuxième axe, c'est celui de l'investissement pour faire évoluer nos équipements de mesure, notamment notre pilotage de notre consommation. Et le troisième point, c'est l'innovation avec de nouvelles sources d'énergie renouvelables. Donc finalement, pour donner quelques exemples pour illustrer ces axes, je dirais que ce qui a été probant ces dernières années, ça a été, le premier point, c'est le relamping. Donc on a remplacé avec des LED en fait, les couloirs de circulation de nos hôpitaux, de nos groupes hospitaliers qui représentent 20% de nos surfaces. Donc on s'est dit finalement, c'est des couloirs assez énergivores. Donc on a beaucoup travaillé sur le relamping, on a beaucoup travaillé sur le solaire aussi, en installant, et c'est en projet, mais c'est en voie d'être déployé, des panneaux solaires sur nos parkings. Donc ça, je pense, c'est aussi évidemment une obligation, mais c'est assez probant en résultat. Et ça marche même dans le Nord. Et ben voilà. Et un troisième exemple qui est extrêmement significatif, c'est le raccordement du réseau de chaleur urbain de la métropole avec une chaufferie biomasse qui sera installée sur le site du groupe hospitalier Sud. Et puis pour terminer, je pense qu'on y a tous travaillé sur les contrats de performance énergétique. Donc on a signé un contrat sur 8 ans l'été 2024, avec un budget de 26 millions d'euros et des objectifs de réduction de consommation importants. Oui, le réseau de chaleur urbain, c'est un sujet très important dans les métropoles. À Lille, c'est division par 10 du volume de tonnes de CO2 émis. Donc c'est vraiment très très important. Et ça illustre aussi notre capacité à coopérer avec les collectivités et les acteurs du territoire. C'est quelque chose de fondamental. On a fait un bon tour des actions sectorielles. Je vous propose peut-être, professeur Leccia, de parler de l'axe un peu plus transversal, qui est celui de l'éco-conception des soins, auquel nous tenons tous beaucoup. Tout à fait. Donc, le questionnaire de maturité, comme l'a dit Frédéric, qui a le mérite de nous voir progresser tous ensemble, montre bien que les soins éco-responsables est un sujet qui est identifié comme prioritaire, puisque c'est celui qui arrive en deuxième position après la question du traitement des déchets. L'un est dépendant de l'autre, on l'a déjà dit, mais donc très important. Et donc on voit bien que les équipes s'approprient ce sujet et que c'est un sujet qui est extrêmement fédérateur, à la fois sur le plan multiprofessionnel en équipe et sur le plan multigénérationnel, et je vais revenir là-dessus, et qui est du coup un axe très fort de levier de transformation pour la vie de nos équipes et en accompagnant tout ce qui doit se faire autour de la transition écologique. Donc c'est très important. Donc je dirais que dans nos CHU, toutes les équipes, je pense, sont vraiment intègrent la dimension écologique aujourd'hui dans la question du soin, dans la question du parcours, parce qu'il y a un lien très fort avec le territoire, je vais revenir là-dessus. Et c'est porté aussi parce qu'au travers de nos disciplines, nos spécialités, nous avons des actions fortes dans nos sociétés savantes. Donc il ne faut jamais oublier ça, que les équipes, au travers de la dynamique qui est portée par le manager médical, c'est très en lien aussi avec tout ce qui se fait avec les sociétés savantes. Et c'est pour ça que, tu l'as dit Frédéric, il faut vraiment essayer de croiser le plus possible de façon à avancer, de mettre les forces ensemble pour avancer sur ces sujets-là.
Alors, il y a des disciplines qui sont très engagées depuis longtemps ou des secteurs, du coup, très engagés. Je pense au bloc opératoire, avec les anesthésies réa de longue date qui portent ça, avec la réduction des gaz, tout le travail qui est fait au-delà des blocs sur le protoxyde d'azote mural, tout le travail qui est fait dans les blocs autour de dispositifs d'EDM recyclables, les laryngoscopes, d'autres DM, les trousses uniques dans les blocs, les seringues pré-remplies, gros travail avec la pharmacie pour essayer de minimiser le gâchis qui est fait autour des médicaments. Deuxième grand pan, les pharmaciens, les PUI très très engagés. Alors ça fait écho à ce que vous dites avec les achats, c'est-à-dire avoir cet index impact écologique du coût du médicament depuis sa fabrication, avec l'impact sur aussi l'environnement végétal que ça représente, plus les transports, etc. Et ensuite tout le travail qui est fait autour de lutter contre la surprescription, essayer de déprescrire. Et on voit bien que les établissements, plusieurs, se sont appropriés au travers de logiciels aussi dédiés qui aident à ça, à lutter contre les gâchis faits autour des médicaments périmés. Donc la réutilisation et le partage avant la date de péremption, voilà, des sujets comme ça. Et ça, c'est très important parce qu'au-delà du sujet médicament, c'est le sujet de la pertinence et du juste soin et de savoir pourquoi on prescrit. Donc vraiment, ce sujet de prescription est essentiel. Et puis, bien évidemment, il y a aussi, par exemple, les maternités, avec la question de la santé, de la périnatalité des femmes, etc. On connaît les biberons en verre. Il y a tout un sujet sur la peau des bébés avec les cosmétiques. Donc, je suis particulièrement sensible à ça en tant que dermatologue. Mais voilà, et tout ça, ça dépasse le cadre du CHU, mais n'empêche que le CHU, et ça rejoint ce qui était dit tout à l'heure sur l'universitarisation, a vraiment un rôle clé à jouer autour de ces questions-là en diffusant aussi, et quand je dis diffuser, c'est vraiment dans un dialogue d'échange, toutes ces pratiques avec les acteurs territoriaux. Donc au sein, bien sûr, on a nos GHT, mais c'est bien au-delà, les parcours de soins des patients, c'est avec les acteurs de la ville, c'est le sanitaire, mais c'est aussi le médico-social. Donc on a un rôle autour de l'éducation, autour de la structuration, ce qui doit être fait en transition écologique, qui est essentiel. Et c'est vrai qu'autour des éco-soins, c'est vraiment une chose importante. Alors je voudrais dire aussi, en termes de pédagogie, par exemple au CHU de Grenoble, nos anesthésistes et nos pharmaciens, depuis longtemps, mettent dans les sujets portés par les étudiants TIAD, les étudiants pharmaciens. Il y a beaucoup de sujets de thèse ou de mémoire qui portent sur les éco-soins ou sur l'impact écologique. Et ça permet aussi d'être en cohérence avec toute la formation qu'on porte dans les écoles de formation des professionnels en santé, quels qu'ils soient, et de continuer au-delà de ce qui est dit dans les écoles ou au travers de cours interactifs et de le déployer vraiment autour du patient avec nos équipes. La deuxième chose hyper importante, c'est la recherche que ça porte. Et là, en tant que CHU, il faut qu'on mette en valeur ce que ça représente. Je pense à des sujets comme je parlais de l'outil de déprescription ou de gestion des médicaments. Il a été travaillé avec des chercheurs. Je pense à un sujet qu'on a porté à Grenoble autour du recyclage des prothèses en plastique de chirurgie de la main portées avec l'école des ingénieurs. Voilà, il y a des sujets comme ça. Et au-delà de ça, en santé publique, plusieurs CHU participent à des gros projets européens ou internationaux en recherche, sur accompagner les changements climatiques et la transition écologique en région. Et ça, c'est porté aussi autour de sujets qui tournent autour bien sûr, de pathologies, d'émergence de pathologies, et ça fait le lien avec les éco-soins. Donc ça, c'est très important. Donc juste pour dire que c'est très fédérateur, ça parle à tout le monde, les jeunes, les plus vieux.
c'est multiprofessionnel et ça, c'est un facteur, encore une fois, de cohésion et de transformation fort. Et ça permet de mettre en valeur toutes les belles choses qu'on fait dans les CHU avec nos territoires et d'avoir des reconnaissances par des organismes extérieurs. On est quand même fiers d'avoir, et ça permet de partager cette fierté avec les équipes et tous les professionnels de nos CHU quand on a des reconnaissances au travers de différents titres et prix sur les questions écologiques. Oui, merci. La question de la recherche, elle est centrale. On l'a identifiée dans la Task Force Transition écologique comme un axe majeur de plus-value aussi de notre travail en commun. Nos résultats s'accélèrent sur l'éco-conception des soins aussi parce qu'on partage nos bonnes pratiques. Et je pense qu'en recherche, de la même manière, il y a une dynamique qui s'est installée et la Task Force collabore avec la commission recherche aussi pour aller plus loin. Et cette année, notre questionnaire de maturité a été couplé à un questionnaire spécifique sur la question de la recherche parce qu'on souhaitait mettre l'accent sur cette question. Est-ce que Noah, tu peux nous en parler un peu ? Oui, alors bonjour à toutes et tous. Voilà. Alors effectivement, les initiatives se multiplient, elles s'ancrent au fur et à mesure. Vous l'avez dit, on a 60% des établissements qui se disent investis dans des thématiques de recherche-innovation liées à la transition écologique. Et finalement, on est arrivé au constat que la transition écologique sont des enjeux tellement importants que ça doit ruisseler au cœur des missions cœur d'un centre hospitalier universitaire, que ce soit du soin ou de la recherche. Et finalement, le CHU, en tant qu'acteur majeur de structuration des connaissances et de production de savoir, doit s'engager pour contribuer à définir un système de santé plus durable et plus vivable et plus soutenable au fil du temps. Alors, vous l'avez dit, dans la même veine que le questionnaire qui est déjà à sa 4e édition, il me semble, oui, c'est ça. Questionnaire annuel, on a construit avec notre groupe de travail qui est spécifiquement lié aux enjeux de la transition écologique et de la recherche un autre questionnaire qui a pour but finalement d'identifier les besoins, de remonter les besoins, identifier les meilleures réponses les plus adaptées pour répondre à ces besoins qui sont assez divers. Ce questionnaire, il est destiné à finalement l'ensemble des acteurs hospitaliers, que ce soit les CHU et les CH. Et ce groupe de travail qui a élaboré ce questionnaire regroupe à la fois l'ensemble des soignants, l'ensemble des médecins, l'ensemble des directions aussi, puisqu'elles sont engagées dans ces enjeux, mais aussi les méthodologistes et tous les personnels qui sont investis dans des projets de recherche au quotidien. Alors si on zoome avec quelques chiffres clés et qu'est-ce que ce questionnaire finalement a donné, on dresse 2 constats. Le premier, c'est que 30% des centres hospitaliers universitaires qui ont répondu à l'enquête se disent impactés et appliquent de manière expérimentale une évaluation de l'impact environnemental finalement des projets de recherche clinique. Alors ça se passe à différents niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des transports, l'impact environnemental d'acheminement des patients au niveau des centres recruteurs d'investigation clinique, impact de transport finalement au niveau des professionnels, mais aussi au niveau du matériel et des consommables. On a aussi une évaluation vis-à-vis de la gestion des déchets. Et vous l'avez justement rappelé, c'est des enjeux que nous retrouvons aussi à la recherche, mais il y a aussi un enjeu d'évaluation de l'impact des protocoles de recherche clinique, puisqu'on a déjà des budgets qui sont cloisonnés, je pense notamment au PHRC, et je pense aussi à la thématique, la DGOS, qui a structuré, il me semble, en 2025-2026, une enveloppe typiquement pour prendre en compte l'impact environnemental des projets de recherche clinique. Mais l'enquête nous dit aussi qu'il y a des freins qui sont associés à cette prise en compte de la recherche et de la transition écologique, des freins qui est lié parfois à la formation, et vous l'avez rappelé, Monsieur Baron, l'enjeu essentiel de la formation des personnels pour qu'ils puissent comprendre pourquoi cet enjeu est très important et qu'ils puissent l'appliquer au quotidien dans leur pratique, mais aussi un sujet de mise à disposition de ressources financières suffisantes dans un budget qui est parfois déjà assez contraint lorsqu'on dépose un projet de recherche et qui est financé à la fois nationalement mais aussi de façon européenne. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est que les résultats de l'enquête guident le groupe de travail qui vient de se construire, qui est né finalement en 2024 en coopération avec le CNCR et qui guide plusieurs actions. D'une part, la formation, et on s'ancrera aussi dans la dynamique que vous avez infusée au niveau de la conférence et des directeurs généraux de CHU, mais aussi
faire connaître les initiatives qui sont remarquables et qu'on connaît déjà au sein de nos hospitaliers. Je pense, je vais en citer quelques-unes. Le premier projet, c'est le projet RECLIN, qui a pour but d'identifier l'ensemble des dispositifs et consommables qui ne sont finalement pas utilisés. On pense aux kits de biologie notamment, on pense aussi aux dispositifs in vitro qui ont besoin d'avoir une filière de tri éco-responsable qui se diffuse et éviter que des dispositifs qui ont été finalement commandés, achetés, finissent à la poubelle et du coup, que l'impact environnemental assujetti soit vain. Donc c'est un sujet aussi qui a été pris en conséquence par le CHU de Angers. On a aussi le CHU de Rennes via le projet Respect qui, lui, met en avant une adaptation finalement de la comptabilisation de l'impact carbone qui est déjà mise en avant chez les Britanniques, mais qu'on adapte au contexte français. Et enfin, à la PHP, on a l'outil Carbone, qui est notre outil de calcul de l'empreinte carbone, qui était originellement mise en place dans le secteur du soin et qui aujourd'hui a un enjeu de mise en place dans le secteur de la recherche. On a une étude qui est actuellement pilote avec l'ICM, qui est l'IHU Institut du cerveau, qui a pour but de qualifier et de contribuer et de quantifier finalement l'impact carbone sur une étude sur la maladie de Parkinson. Donc on essaye de faire ruisseler à la fois la comptabilisation de l'impact carbone du soin, mais aussi dans les projets de recherche. Et puis on a aussi des projets de chaire de recherche clinique en santé environnementale qui a pour but de prendre en compte finalement la thématique One Health à tout niveau, cancer de la femme, mais aussi recherche respiratoire. Donc oui, pour répondre, ça simplifie, ça s'accentue, et dans toutes les missions recherche et soins. Merci beaucoup pour ces exemples issus de plusieurs CHU. Alors on ne peut pas tout dire dans une table ronde, mais vous comprenez que la dynamique s'est installée partout. Dans tous les CHU, sur tous les sujets que l'on évoque, les actions sont nombreuses, vont de plus en plus loin et apportent des résultats concrets que l'on mesure dans notre enquête annuelle. Je voulais aussi souligner le travail de collaboration entre nos établissements qui est très fort puisqu'on se partage les bonnes pratiques pour aller plus loin collectivement et c'est ce qui fait notre force du collectif. Peut-être que Frédéric Voiron souhaitera dire un petit mot de conclusion avant de prendre quelques questions du public. Écoutez, on pourrait d'ailleurs tous conclure en fait, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être dites parce qu'on a, c'est normal, un temps, et on a tellement de choses qui se passent, comme vous venez de l'illustrer d'ailleurs, qu'il nous faudrait la journée. On pourra l'imaginer. D'ailleurs, il existe des colloques, hein, il y en a plusieurs, et il y en a un qu'on organise d'ailleurs, qu'on co-organise, CHU de Grenoble, Comité de développement durable en santé, CHU de Lille, qui est tourné vers l'Europe, la France et l'Europe. C'est une manière de dire qu'il y a aussi des préoccupations dans les pays qui nous entourent et qui rejoignent les questions de recherche qui sont typiquement, évidemment, poussées par les CHU, et c'est normal, mais qui ont vocation à diffuser, qui rejoignent les questions de bon traitement des déchets spécifiques, bon traitement des questions alimentaires. C'est un domaine dans lequel on a aussi de magnifiques initiatives comme Mon Resto Responsable, avec des équipes hôtelières qui s'investissent dans ces démarches et proposent des choses qui sont tournées vers le bon usage du produit alimentaire, mais aussi à l'éducation en santé qui va avec. On a des initiatives portées par des sociétés savantes, mais qui ont vocation à se diffuser dans les territoires, parce que ça, c'est quand même, je crois, quelque chose de très important. Tu le disais d'ailleurs, Marie-Thérèse, tout à l'heure. Nous avons un rôle particulier qui est bien illustré par les questions recherche, mais aussi les autres domaines. Mais ce rôle, il a du sens si on peut transmettre. Alors bien sûr, si on peut aussi nous-mêmes recevoir, parce que nous n'avons pas la science infuse, beaucoup de choses se passent aussi dans les territoires et pas seulement dans le domaine de la santé. Mais si on arrive à gérer cette interface et nous être un peu à l'initiative en se coordonnant de démarches qui peuvent diffuser aisément dans les établissements, moi je crois beaucoup à ça, hein. C'est des choses faciles à mettre en œuvre. À ce moment-là, on assume aussi notre rôle. Et puis un dernier mot là-dessus, les communautés hospitalières, depuis toujours, s'intéressent au développement durable. Les gens qui font médecine, soins ou qui s'intéressent à l'hôpital, en fait, au fond d'eux-mêmes, s'intéressent au développement durable de l'humanité. C'est quand même ça, hein, la vocation de la santé, c'est aussi ça. Hein. Tu évoquais à demi-mot tout à l'heure, par exemple, les travaux sur les 1000 jours. Les enfants, les bébés, les produits qu'on utilise, qu'est-ce que ça veut dire après dans la vie longue et la bonne vie longue. Mais cette préoccupation, elle est très présente, quelles que soient les générations, mais peut-être encore plus dans les jeunes générations. Et donc, on a
non seulement un sujet de soutien à des dynamiques qui viennent de jeunes professionnels investis dans ces thématiques, et aussi un intérêt en termes d'attractivité. Il ne faut pas se mentir. C'est évidemment une manière pour les institutions de répondre à une préoccupation de la société, mais aussi de nos communautés professionnelles. Donc ce sujet, il n'est pas seulement économique, ce n'est pas seulement une mode, même si c'est un peu le cas. Ça rejoint la préoccupation individuelle et finalement dans un objectif qui est bon pour l'humanité dans son ensemble. Donc on a, nous, le sentiment, dans ce travail, de faire œuvre utile. Le dernier mot, c'est, encore une fois pour moi, c'est ne pas refaire ce qui est bien fait ailleurs. Voilà, il y a des grands CHU ou des CHU moins grands qui mènent des projets, il faut qu'on les potentialise, qu'on les utilise. Il y a des institutions qui s'impliquent. J'ai cité tout à l'heure la NAP, le C2DS. Il y a des démarches qui sont mises en œuvre. Nous, dans la task force, on ne veut pas refaire tout ça, mais on veut essayer de rassembler le plus possible ces bonnes idées pour les partager et qu'elles se diffusent. Voilà. Je suis complètement d'accord sur le fait que, et notamment avec les jeunes, ça soit vraiment, ça fait partie des valeurs fondamentales quand on parle des valeurs partagées, qui sont aujourd'hui dans le socle indispensable pour l'attractivité et pour avoir, enfin c'est un état d'esprit, donc pour travailler dans des conditions en équipe qui soient vraiment partagées. La deuxième chose que j'aurais voulu dire aussi, je l'ai zappé. Frédéric m'a... C'est pas grave. On peut le dire ensemble. Merci à vous cinq. Merci aux équipes que vous représentez et que vous portez. Merci tout particulièrement à Angélique et Hélène qui animent très efficacement ce travail. Et merci à la collègue qui m'a adressé une photo dont je tairai le titre, mais de notre table ronde. Si j'ai retrouvé la dernière chose, c'est que tout ça, on le fait bien évidemment aussi pour une prise en charge optimale des patients et que ça doit être complètement, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, intégré dans la question de la qualité et de la sécurité des soins et que ça ne doit pas être quelque chose qui est porté à côté. Ça doit être vraiment intégré dans la démarche qualité et ça, c'est essentiel aussi. Voilà. Merci beaucoup à tous les cinq. Bravo. Voilà.